Pasaporte y Bazar los invitan a un recorrido, una historia única de un personaje que fue emperador, dominó, llegó hasta Rusia combatiendo desde Francia. Es pequeño pero tenía su carácter. Dicen que quizás en Santa Elena, donde termina su vida, fue envenenado. Pero, ¿cuál es la realidad? ¿Cuál es la historia? Vamos a ir al Grand Palais en Francia, donde se unen cantidad de museos, cantidad de referencias, de documentalistas, y arman esta muestra que les proponemos recorrer juntos. Y bueno, después polemicemos cómo es la historia. Centro, izquierda, derecha, ¿y fue un gran hombre o fue un pequeño hombre muy insolente? Napoléon était un génie de l'opportunisme, mais il arrivait effectivement à transformer n'importe quelle situation en machine de guerre à son propre service. Napoléon, d'abord, c'était une espèce de comète. Tout allait très vite avec lui. Napoléon réunissait beaucoup de qualités qui en principe sont contradictoires. C'est-à-dire que mélanger une grande rationalité avec une imagination débordante, un sens de l'opportunisme, avec aussi un sens de la patience, car il a su l'être aussi. Avoir autant d'aisance sur un champ de bataille que dans une assemblée ou face à une foule. Je veux dire, être aussi bon orateur que bon stratège. Ses côtés évidemment un petit peu plus sombres, c'était ce qui allait avec, c'est-à-dire qu'il était tempétueux, colérique, impatient, donc parfois jusqu'à un point odieux. C'est quelqu'un qui aimait donner des coups de pied dans les portes pour les ouvrir. Ça permettait de gagner beaucoup de temps, mais au passage, il y avait des blessés. Si on devait résumer l'exposition, je dirais que Napoléon en est le personnage principal et que l'histoire de France en est le décor. Nous avons pensé qu'on pourrait créer des ambiances à chaque fois différentes qui permettraient, on va dire, à un public du XXIe siècle de ne pas s'ennuyer et en même temps, du coup, d'accumuler un nombre d'informations considérable. Cette exposition aborde des questions qui sont ultra contemporaines et qui peut-être n'étaient pas évoquées il y a 20 ou 30 ans. Par exemple, la question du rétablissement de l'esclavage, par exemple, la question de la nature du pouvoir de Napoléon, est-il dictateur ou pas. Napoléon n'était pas né pour diriger le monde comme il l'a fait. C'est un petit nobliau corse qui est né à Ajaccio en 1769 d'une famille extrêmement nombreuse. Son père était avocat, a tout fait pour essayer de sortir la famille de sa médiocrité. Il a tout de suite voulu que sa famille soit groupée autour de lui. Il a tout fait pour eux et effectivement on a bien vu quand il les a posés tous sur les trônes d'Europe. C'est une famille unie par la volonté de Napoléon, même si ça n'a pas toujours très bien fonctionné. Oui, Napoléon, c'est aussi le fruit d'une mafia, la mafia des Bonaparte. Dès le début, c'est une affaire de famille. Et puis évidemment, quand Napoléon devient empereur, il nommera à la tête de plusieurs États stratégiques, certains créés artificiellement, certains qu'il récupère. Il nomme ses frères et sœurs à la tête de ces États. Quand Napoléon rencontre Joséphine en 1795, elle était veuve, avec 2 enfants. Quand elle a vu que ce jeune général Bonaparte avait vaincu les royalistes sur les marches de Saint-Roch, elle s'est dit il doit avoir un avenir intéressant. Et finalement, elle s'est mariée comme un mariage de raison. C'est une aristocrate, la vicomtesse de Beauharnais, qui épouse un jeune nobliau corse. Et quand elle a vu qu'il prenait le pouvoir, qu'il devenait chef de l'État à l'âge de 30 ans, là, elle a compris. C'était pas un mariage d'amour à ses yeux. Alors que, contrairement à Joséphine, Napoléon, lui, est tombé follement amoureux. Ils ont toujours été amoureux, mais jamais en même temps, au même moment. Elle est vraiment restée très proche de lui, voulant vraiment être son phare, elle l'a éclairé. Alors n'imaginez pas qu'elle ait fait quoi que ce soit en politique, Napoléon n'aurait pas admis d'abord qu'une femme fasse de la politique, et la sienne encore moins. Mais d'un point de vue politique, Napoléon s'inscrit dans une aventure, la Révolution française, donc qui le précède de 10 ans, et il va déterminer à bien des égards non seulement toute la sophistication de l'État et la rationalisation de l'exercice du pouvoir au XIXe siècle, mais aussi au XXe siècle. Il est arrivé en 1799, premier consul à l'âge de 30 ans, et là, il fallait tout reconstruire. La France n'existait quasiment plus. Et en 2-3 ans, il a remis la France au niveau. Le code civil, qu'on appelle le code Napoléon, est encore utilisé dans beaucoup de pays. Et même de nos jours, 50 à 60% des articles du code sont toujours valables. C'est quand même surprenant plus de 2 siècles après. Imaginez que pendant tout son règne, ça ne dure que 14 ans. Et évidemment, n'oublions pas que c'est Napoléon qui a créé la première assemblée quasiment constitutionnelle de France, qui s'appelait le Sénat, et qui donc permettait d'avoir un niveau de sophistication légale absolument sans précédent. Napoléon a un rôle très important au niveau de la diffusion de l'art. Ce n'était pas quelqu'un qui avait un goût transcendant, ce n'était pas un artiste, mais il avait tout de suite compris le pouvoir de l'art. Napoléon avait tout prévu, c'est lui qui dirigeait. Les séances de pause, il n'en donnait pas.
Napoléon s'est fait représenter à Arcole, donc cette fameuse bataille où on le voit à la tête de ses armées franchissant un pont. Or, dans la réalité, ce pont, il ne l'a jamais franchi puisqu'il est tombé à l'eau et qu'il a été récupéré par ses hommes dans la vase. Donc là, je trouve qu'on voit à la fois tout le génie et la folie de Napoléon qui essaye de transformer à tout prix les ratés en succès. Il y a une œuvre iconique qui est présentée ici, c'est le tableau de Bonaparte franchissant les Alpes au col du Grand Saint-Bernard. Tout le monde s'imagine que c'est lui qui l'a commandé. Pas du tout. C'est le roi d'Espagne. Charles IV voulait un portrait de Bonaparte à cheval. Donc on le commande à David, David est à Paris, Napoléon va voir le tableau dans l'atelier de David et le tableau lui plaît. Et il dit à David, faut me représenter calme sur un cheval fougueux. Bon, vous imaginez bien que Napoléon n'a pas franchi les Alpes à dos de cheval. C'était pas facile. Il était comme tout le monde sur un mulet. Mais on n'imagine pas Napoléon sur un mulet. On assiste à une multiplication sur les marchés en France des fameuses images d'Épinal, de gravures, de tasses, de couverts à l'effigie de Napoléon. Donc Napoléon a été sans doute le premier influenceur moderne et sans doute le premier héros pop de l'histoire non seulement de France mais sûrement du monde. Le message qu'on a voulu transmettre de cette exposition, c'est que Napoléon, ce n'est pas un miracle dans l'histoire de France. Donc ce n'est pas une exposition qui est une hagiographie, c'est un biopic, pourquoi pas, parce qu'on a voulu qu'on sente toute l'intensité de l'histoire du personnage, mais dans le même temps, nous n'avons évité aucune question qui aurait pu fâcher. Donc nous avons contextualisé absolument tous les points de débat relativement au Consulat et au Premier Empire.